j'ai vu pour la première fois le travail de Lydia Flem qui nous est présenté, cette série Féminicide, à l'automne 2016. Je venais de faire paraître mon livre Laetitia et Maurice Olinder, mon éditeur, avait organisé à la Maison de l'Amérique latine une rencontre qui avait été très agréable, très enrichissante, et on avait parlé du livre, mais aussi plus largement des violences subies par les femmes, d'un certain nombre de violences physiques ou sexuelles. Et à cette occasion, Lydia Flem avait réalisé cette série photographique et on avait eu une discussion dont je me souviens encore et qui montrait la relation de résonance qu'il y avait entre son travail et le mien, et entre le féminicide que j'ai étudié dans Laetitia et cette série Féminicide, qui est plus fictionnelle, on va dire. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'écho, de résonance, comme un travail un petit peu jumeau qui venait se rencontrer et puis mieux se comprendre l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est une rencontre que j'ai jamais oubliée, même si je connaissais Lydia Flem depuis déjà plusieurs années, mais cette rencontre entre un livre et un travail photographique m'avait paru vraiment de l'ordre du déclic, pour utiliser une métaphore adéquate. Ouais. C'est resté comme ça un petit peu un jalon pour moi, un jalon dans la réflexion sur le féminicide, mais aussi dans sa représentation. Je crois que ce qui est très fort dans le travail de Lydia Flem, c'est qu'elle représente ce qui est irreprésentable. Et elle le fait de manière très puissante et en même temps très pudique. Parce que peut-être c'est la singularité du travail de Lydia, c'est de ne rien nous dire, de rien nous imposer en tout cas, et de laisser notre regard interpréter les choses. Est-ce que ça vous frappe aussi, ces ciseaux qui font la série aussi, hein, parce qu'il y a une sérialité de leur présence? Moi je pense que les ciseaux sont l'objet central dans cette série Féminicide. Alors pourquoi? C'est pas évident hein, après tout, parce que ça renvoie pas directement à une arme. On ne tue pas, ou à ma connaissance assez peu, avec des ciseaux. Bon. Pourquoi cette paire de ciseaux est-elle si prégnante, si fascinante? Je crois d'abord qu'il y a le contact du métal, un petit peu rouillé, et de la chair, qui va peut-être mourir ou disparaître. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, il y a eu un contraste des matières qui est très puissant et impressionnant. Il y a aussi le fait que les ciseaux coupent quelque chose. Alors qu'est-ce que ces ciseaux viennent couper? Le fil d'une vie, certainement. Ils viennent aussi couper le fil d'une tradition picturale. Parce que pendant des siècles et des siècles, la tradition occidentale dans la peinture a représenté des violences subies par les femmes, et notamment des violences sexuelles, mais du point de vue de ce qu'on appelle aujourd'hui l'auteur, c'est-à-dire en fait le bourreau ou le criminel. Alors ça va être par exemple la figure célèbre de l'enlèvement des Sabines par exemple. Ou alors ça va être la fameuse scène de Suzanne et les vieillards qui viennent comme ça un petit peu observer cette jeune femme et sans doute la violer, au moins métaphoriquement. Eh bien, le travail de Lydia Flem vient renverser la perspective, parce que là, on est du côté des femmes, tout simplement, de leur terreur, de leur silence contraint. Et c'est ça aussi que nous dit Lydia Flem. Son travail vient un petit peu rompre nos habitudes de regard. Et puis je crois aussi que les ciseaux viennent rappeler que le féminicide non seulement coupe une vie, sectionne une existence humaine, mais aussi vient silencier, si on me permet ce néologisme, c'est-à-dire empêcher la victime de dire ce qu'elle a vécu. Et moi, quand je vois ces ciseaux sur
des femmes ou sur leur gorge, j'imagine, avant même de me dire qu'elles vont être tuées, j'imagine que leur cri est en quelque sorte coupé. Elles voudraient crier, elles voudraient alerter, et elles ne peuvent pas, parce que le ciseau vient comme ça couper la voix, le cri, un petit peu comme dans ce célèbre tableau de Munch, où il y a un cri silencieux. Ben, je vois dans ces féminicides un cri, une parole, un appel à l'aide qui ont été coupés, sectionnés. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Oui, et puis peut-être ce sont des ciseaux de couturière. Enfin, c'est la question que je me suis posée, avec un rapport aussi à la série qui est derrière nous, le journal implicite, les ciseaux de sa mère, et qui reviennent aussi dans cette série. Est-ce que c'est pas une manière aussi pour une femme qui, elle, est vivante, qui a, elle, une parole très forte, puisqu'elle est autrice, puisqu'elle est photographe, etc., une manière de retourner l'objet féminin privé, et les femmes ont souvent, enfin longtemps été réduites à cette sphère privée, enfin Michel Perrault a écrit des choses magnifiques là-dessus, le retourner en arme, non pas au sens d'une violence, mais en tout cas en arme de parole et de représentation. Oui, je crois que vous avez raison. Disons que les ciseaux sont ici polysémiques, polyvalents, mais c'est un terme qui est moins agréable. C'est l'idée que les ciseaux servent à plusieurs choses, à tuer, à réduire au silence, mais ça renvoie aussi à la sphère du féminin, parce que depuis aussi loin qu'on peut le documenter, le textile, au sens large, est renvoyé au féminin. Donc on peut remonter au moins à Pénélope, à son ouvrage, mais il y a d'autres exemples. Et là, effectivement, les ciseaux, c'est cet outil spécifiquement féminin, enfin traditionnellement féminin, qui entre dans tout un code pictural, mais aussi dans la culture matérielle ou une anthropologie du quotidien. Et je crois que le travail de Lydia Flem est aussi une réflexion sur les objets du féminin dans la vie et ici dans la mort. Et alors, dans un livre collectif sur les photographies de Lydia Flem, vous avez écrit, donc c'était à propos du journal implicite évidemment, mais les objets sont des compteurs par procuration. Et quand j'ai relu cette phrase, je me suis dit qu'elle pourrait finalement aussi commenter cette série. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, le travail de Lydia Flem, à mon sens, tourne autour des objets. Elle vient en quelque sorte montrer leur potentialité poétique. Parce qu'après tout, des ciseaux rouillés, bon, eh bien, au contraire, elle vient montrer la potentialité linguistique, poétique, anthropologique qu'il y a dans les objets du quotidien. Alors ça peut être en fonction de ces photos, ça peut être un ustensile, des jumelles, un petit récipient. Il y a tout un jeu aussi avec les jouets, la miniature. Et ça montre à quel point chaque objet porte en lui un monde. Ou plus exactement, cet objet permet de réveiller tout un monde et d'y entrer comme un sésame. Et je crois que les ciseaux ici ont aussi cette fonction. Donc Lydia travaille donc, sur un rapport aussi qui est celui de l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, qu'elle se réapproprie, qu'elle déplace dans la photographie et à travers ses ciseaux. Vous avez écrit beaucoup sur, et en particulier dans Laetitia, sur cette place de victime qu'on laissait aux femmes. Et je crois que dans Laetitia, il y a quelque chose de très important qui est de ne pas parler à la place d'eux. Et on parlait de procuration, qui est un terme juridique aussi à l'instant. Quel lien vous faites entre finalement une de ces œuvres qui a été matricielle dans cette série des féminicides et votre livre? Est-ce que c'est très différent ou est-ce que finalement il y a une coïncidence? Pour moi, il y a une parenté évidente, mais j'aimerais bien que Lydia soit là pour me confirmer ou m'infirmer. D'abord, j'ai été sensible au fait qu'on utilise le même mot, féminicide. Alors aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu courant, mais à l'époque, il ne l'était pas vraiment. En tout cas, pas encore. On est en 2016, c'est-à-dire avant MeToo, et
on ne parlait pas aussi facilement de féminicide. Alors, il y avait le mot anglais femicide, et moi, je l'ai d'abord découvert dans un livre, enfin dans des livres, des articles, etc. Puis je me suis aperçu qu'on pouvait l'utiliser en français, et je pense qu'il y a eu cette même réflexion, peut-être importation, ou réappropriation de la part de Lydia, et je suis touché par le fait qu'on ait utilisé ce même mot, après tout simplement. Ensuite, il y a chez Lydia Flem une réflexion, comme vous l'avez dit, sur la tradition dans laquelle elle s'inscrit. Parce que c'est pas rien d'avoir posé des ciseaux sur des femmes, mais aussi sur les œuvres d'hommes. Après tout, quand on voit les photos là, qu'il y a derrière moi, ou qu'on voit dans le livre, on s'aperçoit que ces femmes sont aussi des symboles de ce qu'on peut appeler la grande tradition picturale occidentale. C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, ce sont des héroïnes qui ont été peintes par Ingres, par Vermeer, par Botticelli, par Michel-Ange et tant d'autres. Et il y a de la part de Lydia Flem quelque chose comme une protestation, peut-être un sacrilège. Et ça lui ressemble bien parce que je crois qu'elle est très, derrière ses côtés de femme très bien élevée et très comme il faut, je pense qu'elle est profondément révoltée et même subversive. Et je crois que ça se voit dans son travail. Et donc comme ça, il vient négligemment mettre ses ciseaux sur les grands chefs-d'œuvre de la peinture occidentale. Et ça, c'est un acte de révolte, de refus. Et je trouve ça très puissant, et c'est un acte esthétique en tant que tel. C'est quelque chose qui me touche. Oui, et puis elle revendique aussi, je l'ai lu dans le livre, une forme de banalité dans cet acte un peu répétitif de poser des ciseaux. Et donc par rapport à ce que vous disiez, donc face à un chef-d'œuvre, quand on est une femme artiste, une femme engagée, eh ben, on se contente de cette banalité qui est un peu une banalité quotidienne des femmes. Enfin, et je crois que dans Laetitia aussi, il y avait beaucoup ce rapport entre, puisque c'est un fait divers, entre la banalité de ces féminicides, hein, dont on parle aujourd'hui beaucoup, donc on a les chiffres, beaucoup moins à l'époque où vous avez écrit le livre, et le côté extraordinaire de cet acte, et qui est pourtant terriblement banal. Oui, ce terme de banal est tragiquement vrai, et je crois que le maître mot dans cette réflexion, c'est aussi le mot de répétition. Ça se répète, ça continue, jusqu'à ce qu'on soit un petit peu blasé. Alors bien sûr, on n'est pas blasé, mais je veux dire par là qu'on a l'impression que finalement c'est normal. Et je crois que c'est le geste matriciel et esthétique de Lydia Flem, c'est qu'à chaque fois, elle a reposé les mêmes ciseaux, comme si ça revenait dans cette banalité, dans cette répétition, parce que les chiffres sont là, parce que les chiffres ne changent pas tellement entre l'époque de Artemisia Gentileschi au début du XVIIe siècle et aujourd'hui au début du XXIe siècle. Est-ce que les choses ont tellement changé? C'est la question que nous pose le travail de Lydia Flem. Et puis, Lydia Flem qui a tellement réfléchi sur la psychanalyse, les choses qui reviennent, je crois qu'elle accepterait le terme de névrose. Les choses qui reviennent de manière un peu obsessionnelle. Alors, ce n'est pas la névrose de Lydia Flem, c'est la névrose de nous tous, c'est notre névrose. Le crime et le féminicide comme une espèce de névrose sociale, et socialement acceptée, en tout cas pendant des siècles, qui revient, et qui revient, et qui revient. Et c'est ça aussi, je crois, que Lydia Flem interroge de manière si puissante. Et puis, il y a quelque chose que vous aviez écrit, alors toujours sur le journal implicite, mais qui me paraît très juste encore pour cette série. Vous parliez du fait qu'approcher la mort, et donc c'était à l'époque la mort des parents, enfin évidemment, et puis aussi peut-être à travers la série de ces clés d'hôtel
enfin les heures les plus sombres du XXe siècle, vous disiez qu'il y avait chez elle une terrible rage de vivre, que ça donnait une terrible rage de vivre, et que on lit une extraordinaire vitalité dans ces photos. Est-ce que c'est des termes que vous pourriez reprendre pour cette série des féminicides, ou c'est autre chose pour vous? Non, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse, parce que je parlais tout à l'heure de répétition et de névrose, mais la réponse de Lydia Flem, ce n'est pas la résignation. Au contraire, c'est une parole de dénonciation, de scandale, de révolte, et c'est ça qui vient en quelque sorte interrompre la répétition névrotique. Et elle est en train de dire non, elle est en train d'interroger notre regard et de le déshabituer et de ses violences et de toute cette tradition occidentale masculine qu'elle vient perturber, déranger par cette espèce de pose du ciseau féminin. Et je trouve ça aussi très, très intéressant dans ce geste qui n'est pas un geste conclusif, qui est plutôt un geste inaugural vers une réflexion, ou une prise de conscience, ou une révolte, peut-être tout simplement. Et pour moi, c'est comme un sursaut. Et là, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est une énergie qu'on retrouve dans de très nombreux livres de Lydia Flem. Et là, cette fois, je passe à la littérature, parce que moi, je connaissais avant tout Lydia Flem, comme la plupart des gens, comme une écrivaine, et une grande écrivaine. Et quand on me dit Lydia Flem, maintenant, je pense aux photos, mais il y a longtemps, pendant longtemps, j'ai pensé à l'écriture, à l'enquête, à l'investigation, notamment autour des maisons, du logis, de ce qu'on vient habiter. Et là, Lydia Flem vient en quelque sorte nous expulser de cette maison qu'est l'habitude pour repenser à neuf ces crimes et le féminicide en particulier. Puis c'est aussi un très grand écrivain de la mémoire. Et là, elle transforme notre mémoire des œuvres. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les tableaux de la même manière. Non seulement parce que pour certains, c'est des détails, alors que les œuvres sont plus grandes. Normalement, elles sont déjà découpées d'une certaine manière. Et puis parce qu'il y a ces ciseaux. Donc c'est aussi un travail sur la mémoire, quelque part. C'est pour moi, en effet, un travail sur la mémoire. C'est aussi une réinterprétation de toute cette tradition qu'on a évoquée. Mais il y a plusieurs manières de réinterpréter une tradition. Par exemple, chez un écrivain, ça va être le palimpseste. On écrit par-dessus, on écrit en écho, on écrit pour ou contre. Mais là, ce n'est pas vraiment un palimpseste. Elle vient poser sa patte, pour le dire de manière un peu familière, ou son ciseau, ou son appareil photographique, sur des tableaux tellement importants qu'au fond, tout le monde les connaît. C'est Botticelli, c'est le plafond de la Sixtine au Vatican, et Lydia Flem vient poursuivre cette tradition, mais sans l'effacer. C'est pas un palimpseste, c'est l'addition d'un objet, et au-delà d'une réflexion, et donc c'est la poursuite d'une tradition, mais avec ce dérèglement, cette espèce de disruption que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, je crois que c'est un geste profondément esthétique. C'est-à-dire, c'est une manière de s'inscrire dans une tradition tout en la dénonçant. Ça, je crois qu'on est vraiment au cœur d'un geste esthétique. Oui, puis c'est donner à voir ce qu'on ne voyait plus, peut-être aussi, hein, finalement. C'est donner à voir ce qu'on ne voyait plus, soit dans les tableaux, soit dans la répétition du crime. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup travaillé aussi sur la manière dont des disciplines qu'on peut penser étanches se fécondent mutuellement ou s'enrichissent mutuellement. Enfin, je pense à l'histoire est une littérature contemporaine ou à tous vos livres qui sont à la fois des livres d'historiens et des livres d'écrivains. Mais à ma connaissance, vous ne passez pas par le médium photographique. Qu'est-ce que, pour vous, l'œuvre de Lydia trouve justement dans cette intersection, parce que vous avez appelé pour toute autre chose un troisième continent? Est-ce qu'elle aussi, elle construit comme ça, selon vous, un autre continent ou un autre territoire? Non seulement elle le construit, mais je crois qu'elle a même commencé avant moi. Et
je pense à certains de ses livres, notamment autour de sa famille ou de ses enfants, autour de ses parents, la maison, enfin je veux pas... Et puis aussi les épreuves qu'elle a pu subir, soit du côté de la panique, soit du côté du cancer. Enfin, et là, je crois qu'il y a une réflexion très, très riche, très plurielle, au croisement de domaines qu'on croyait incompatibles. L'écriture, son propre corps, le fait qu'on s'inscrit dans une famille ou dans une lignée, le paradigme de l'enquête, de la promenade, notamment dans Paris Fantasme, qui est une promenade à travers le temps, mais aussi dans Paris tout simplement. Et ça, je crois que Lydia Flem invente cette espèce de rencontre improbable entre différents thèmes, mais aussi entre différentes méthodes. Et voilà qu'elle devient photographe.